Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour partager avec nous ce nouveau CNES Talks consacré ce soir au vol parabolique. Ce Hangout, c'est le premier d'une série de rencontres numériques organisées à l'occasion de la mission Proxima de l'Agence spatiale européenne, à laquelle participera l'astronaute Thomas Pesquet dans quelques semaines. Alors, le vol parabolique, de quoi s'agit-il? Vous l'ignorez peut-être, mais contrairement aux idées reçues, il n'est pas nécessaire d'aller dans l'espace pour vivre la sensation d'apesanteur. Et en particulier, on peut l'expérimenter à bord d'un avion, tout simplement. C'est ce que va vous expliquer ce soir Sébastien Rouquette, chef de projet vol parabolique au CNES. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous, bonsoir Séverine. Alors, comment fabriquer, si on peut dire, de la pesanteur? Pour quelles raisons? Qui participe à ces vols? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors même que se déroule cette semaine une campagne de vol parabolique à Bordeaux, depuis l'aéroport de Mérignac. Voilà, et Sébastien, qui est sur place, qui est à bord de l'avion, va nous faire découvrir cet avion dans quelques instants. Voilà. Alors, pour débuter cette rencontre, je vais demander peut-être à Sébastien que tu te présentes, que tu nous dises en quelques mots quel est ton parcours. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis Sébastien Rouquette. Je m'occupe effectivement des vols paraboliques depuis quelques années pour le CNES. On organise 2 campagnes de vols scientifiques tous les ans et on est là en plein dans une campagne scientifique pendant la semaine de vol. Donc, on a déjà réalisé 2 vols et on va réaliser encore un vol demain. Moi, je suis arrivé au CNES il y a une quinzaine d'années. Je suis astrophysicien à la base et quand j'ai découvert le vol parabolique, j'ai tout de suite su que c'était ce qui m'intéressait à la mesure où c'est l'association entre la science, l'aéronautique et l'espace. Voilà, 3 passions extraordinaires et du coup, voilà, je suis bien ici dans cette activité qui permet de vivre des choses extraordinaires. Merci Sébastien. Je vais demander maintenant à chacun des blogueurs qui sont parmi nous, blogueurs, youtubeurs, de bien vouloir se présenter. Alors, je propose de démarrer par Dounia. Oui, bonjour. Alors, moi, je n'ai ni blog, ni YouTube à proximité, mais je m'intéresse beaucoup à la vulgarisation scientifique et je participe à divers événements. J'ai une formation initiale en astrophysique, donc le sujet m'intéresse tout particulièrement. Et je vous remercie de m'avoir invité, puis j'ai hâte de voir les questions et les réponses qu'on va avoir ce soir. Merci beaucoup. Marina, bonsoir. Marina, on ne vous entend pas. Non, toujours pas. Non. Et là, est-ce que ça marche? Voilà. D'accord, bon. Bonjour tout le monde, donc Marina Timel. Je ne suis pas blogueuse non plus en tant que telle, mais plutôt micro-blogueuse, surtout très présente sur Twitter. J'ai travaillé très longtemps dans une grande compagnie tricolore française et donc surtout passionnée d'aéronautique. Et j'ai le plaisir d'être un peu la marraine, l'animatrice principale de la communauté des AvGeeks, donc des fanas de l'aviation. Donc, pas très très haut dans l'espace, mais en tous les cas, encore très très haut. Et donc, je m'intéresse aussi, bien sûr, à toutes ces magnifiques aventures spatiales. Impatience aussi de voir Thomas partir prochainement à l'espace. Et puis, avec grand plaisir, intéressée par les sujets du CNES, de l'ESA. Et donc, ravie de pouvoir échanger avec vous sur ces thématiques aéronautiques et zéro gravité. Merci beaucoup. Robert. Oui, bonjour à tous. Donc je suis Robert, je suis actif sur Twitter sur des sujets liés au spatial. Donc j'ai toujours été passionné par l'espace depuis très longtemps. Et donc aujourd'hui, voilà, j'essaie de m'investir un peu plus sur le sujet. J'ai notamment créé un blog qui s'appelle astronova.fr sur lequel j'essaie moi aussi de vulgariser des sujets liés à l'espace. Et voilà, je vous remercie aussi de m'avoir invité aujourd'hui. Merci. Et puis notre dernier invité qui est Vincent. Alors salut, moi c'est Vincent, on me connaît aussi sous le nom de Vicnet, hein, c'est mon pseudo sur YouTube. J'ai une toute petite chaîne YouTube sur l'astronomie et la conquête de l'espace qui s'appelle Stardust. Et Guilhem a eu la gentillesse de m'inviter à ce hangout et c'est avec plaisir que j'y ai répondu parce que c'est vrai que les vols 0G c'est super intéressant et il faut communiquer dessus parce que c'est super bien pour le public aussi. Voilà. Donc merci à vous.
Merci à tous. Et puis, effectivement, je ne vous présente plus Guillaume, notre community manager au CNES, qui va vous faire partager cette heure en temps réel sur Twitter avec le hashtag CNEStalks. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter et sur le chat YouTube. Il sera votre ambassadeur. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir à tous. Voilà, alors, sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et je laisse tout de suite la parole à Dounia qui va ouvrir le bal avec sa première question. Dounia, votre micro n'est pas activé. C'est vrai, maintenant ça va être mieux. Pour poser la question, donc c'est vrai qu'on entend parler donc, de ces vols en 0G, en microgravité, alors que je pense qu'on parle plutôt de micro-apesanteur. Et donc, la première question que j'ai, c'est finalement comment on crée cette micro-apesanteur. Ça va être cette sensation de voler un petit peu dans l'avion. Combien on a besoin de personnes et à quel poste pour réussir ce joli exploit? Alors, sur le plan, je dirais peut-être sur le plan scientifique qui est à cheval avec la partie vocabulaire en fait utilisée dans cette discipline-là. C'est vrai qu'on entend un peu tout. Hein. On parle de micro-pesanteur, d'apesanteur, d'impesanteur, de microgravité. Il y a tout un tas de termes autour de ces sujets-là. En fait, nous on parle plus facilement de micro-pesanteur. En micro-pesanteur, pourquoi? Parce que premièrement, la gravité, on ne va pas la supprimer. Forcément. Hein. On ne supprime pas l'attraction terrestre. Elle s'étend à très grande distance. La Lune est captive dans l'attraction terrestre. La Terre est captive dans le champ d'attraction du Soleil, etc., etc. Donc c'est la force qui régit vraiment les mouvements des objets dans l'univers. Donc bien malin celui qui serait capable de supprimer cette attraction à très faible distance d'un objet comme la Terre. Par contre, c'est l'intelligence de l'homme qui fait qu'on est capable de supprimer les effets de cette gravité. Et l'effet direct de la gravité, c'est la pesanteur. Alors on peut parler d'apesanteur, c'est tout à fait correct, hein, avec le A privatif. On parle d'impesanteur parce que on dit qu'on fait comme si on ressentait plus le poids, et on parle de micro-pesanteur quand on parle plutôt d'activité scientifique dans l'espace ou en vol parabolique, pour dire que c'est pas parfaitement de l'impesanteur. Alors du coup, on va faire ça de différentes façons. Pour se retrouver en impesanteur ou en micro-pesanteur, on peut sauter d'une chaise. Alors si on saute d'une chaise, on va avoir une fraction de seconde en impesanteur. C'est bien sûr pas suffisant pour avoir la sensation, et c'est encore moins suffisant pour faire de la science avec. On peut jeter des objets d'un peu plus haut. Bon, il faut quand même assurer la chute, la réception. Donc il existe des tours, qu'on appelle des tours à chute libre, qui permettent de créer de l'impesanteur en laissant tomber des objets. C'est scientifique. L'ISS qui tourne au-dessus de nous à 400 km, évidemment, c'est le laboratoire rêvé pour être exposé pendant longtemps à de l'impesanteur. Et le vol parabolique, c'est un peu la situation intermédiaire, où on va là aussi avoir une trajectoire un petit peu originale pour placer les objets en micro-pesanteur. Et en l'occurrence, des objets qui sont des expériences scientifiques et des chercheurs. Voilà. Alors, on peut peut-être justement la commenter, cette trajectoire, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vais simplement vous afficher un petit schéma. Et puis, Sébastien, tu vas peut-être pouvoir nous le commenter. Bon, alors, effectivement, sur ce schéma-là, on voit la trajectoire symétrique complète de ce qu'on appelle la parabole. Alors, la parabole, ça se découpe en plusieurs phases. La première phase, c'est une phase dite d'accélération ou de cabré. On va venir à la rencontre de la parabole proprement parlée, qui est la phase centrale en fait de la trajectoire, qui est vraiment la partie parabolique de la trajectoire. Et cette phase de cabré, elle nous amène au rendez-vous de la parabole qui se situe, pour cet avion-là, à peu près à 7500 mètres d'altitude. On part à 6000 mètres, à la vitesse maximale de l'avion. On arrive à 7500 mètres, à une vitesse qui a commencé à réduire, parce que forcément, on a pris une assiette très cabrée, à peu près 50 degrés vers le haut, et là, à ce moment-là, les pilotes vont placer l'avion sur cette trajectoire parabolique, avec une action sur les commandes, de telle manière qu'ils vont annuler les forces aérodynamiques qui agissent sur l'avion.
c'est normal, hein, c'est un avion, c'est fait pour voler, c'est pas fait du tout pour tomber dans un champ gravitationnel. Et bien là, on va manipuler les commandes pour amener l'avion dans cette situation particulière où on annule les forces aérodynamiques. Et là, pendant 22 secondes, on se retrouve en apesanteur, ou en micro-pesanteur, selon le terme qu'on choisira, donc pendant 22 secondes, et on est autour de zéro. Alors je dis autour parce que forcément, on a un engin qui fait 120 tonnes, il y a des pilotes qui, même s'ils sont extrêmement aguerris, ils doivent agir sur les commandes pour contrôler la trajectoire et absorber, anticiper les perturbations extérieures. L'atmosphère n'est pas un milieu parfait et c'est pas une atmosphère d'huile là où il se passe rien. Surtout qu'ils vont passer de 7500 mètres à peu près 8500 ou 9000 mètres. Donc sur 1500 mètres d'épaisseur, forcément on rencontre des zones avec des vents, avec des turbulences, et le pilote doit agir sur les commandes pour contrôler tout ça et rester le plus près possible du zéro. Donc on est à quelques centièmes autour du zéro. Et ensuite, symétriquement, en fait, on va se retrouver avec le nez vers le bas à peu près 45-50 degrés. C'est une trajectoire impressionnante, hein, c'est une phase de vol assez impressionnante. Et là, les pilotes choisissent de redresser l'appareil et revenir en ligne droite. Donc cette partie-là, c'est la ressource. Donc la phase où on est à zéro, c'est la phase où on est vraiment au milieu de la parabole. Et sur 1 minute de vol, ça représente 22 secondes. Alors Vincent, pour continuer sur la chute libre. Alors justement, pour continuer sur la chute libre, oui, j'ai eu une activité parachutiste et souvent on décrit le parachutisme comme un bon moyen de tester la vraie chute, la vraie apesanteur et la microgravité. Bon, forcément, on peut se poser la question, et quelle est la différence entre chuter, c'est-à-dire un corps qui chute sans rien autour, et quand on est en chute libre dans un avion? Je pense que ce serait bon de l'expliquer. Ouais, alors par rapport au parachutisme, c'est vrai que les parachutistes disent qu'ils font de la chute libre dès qu'ils sont sortis de l'avion avant d'ouvrir la voile. En fait, c'est pas vraiment de la chute libre parce que là, le frottement atmosphérique fait qu'ils vont très rapidement atteindre une vitesse maximale, ils vont être freinés et dans leur corps, ils ressentent pas l'impesanteur. On parle parfois aussi du parallèle qu'on peut faire avec la situation quand on est sous l'eau, où on flotte là au milieu de l'eau et on serait en impesanteur. Bon, c'est pas le cas non plus. Donc il n'y a pas d'impesanteur dans ces situations-là. Par contre, effectivement, on parle bien de chute libre pour ce qui est de cette trajectoire en impesanteur, parce que c'est, là encore, d'un point de vue scientifique, le terme de chute libre, il est lié au fait qu'on ne tombe que soumis au champ gravitationnel de la planète. Donc il n'y a pas d'autres forces qui agissent sur nous que le champ gravitationnel. Et c'est vraiment la situation dans laquelle on se trouve là à bord de cet avion. Guillaume, une question de YouTube. Oui, tout à fait, une question sur le chat YouTube. Il y a Philippe qui voudrait savoir, est-ce qu'il faut renforcer les ailes pour tenir dans cette trajectoire qui est en effet assez particulière? Donc, est-ce que c'est un avion de ligne classique ou est-ce qu'il y a eu des modifications qui ont été faites dessus? Alors, c'est une question intéressante parce que c'est vrai que ça revient très souvent, en fait, cette idée-là que on est là aux limites structurelles de la machine et on tire tellement dessus que soit il faut que ce soit super renforcé, soit la durée de vie de l'appareil est très faible. En fait, il n'y a pas de modification de l'appareil. Alors évidemment, vous verrez tout à l'heure, je pense qu'on aura l'occasion d'aller se balader un petit peu, je vous montrerai la cabine et la zone expérimentale. Donc là, il y a des aménagements à l'intérieur, forcément. Mais en réalité, les modifications, on n'a pas besoin d'en faire parce qu'on reste dans ce qu'on appelle le domaine de vol de l'avion. Bon, on peut imaginer que le domaine de vol, c'est une sorte de carré qui est défini en vitesse et en facteur de charge. Le facteur de charge, c'est ce qu'on ressent dans notre corps là, quand, par exemple, en voiture, on est en virage, on est éjecté vers l'extérieur du virage, c'est ce qu'on appelle la force centrifuge. Bon, mais cette force centrifuge, c'est ce qu'on appelle le facteur de charge. Dans un avion, c'est ce qu'on ressent quand on est en virage ou bien quand on change de trajectoire, en cabré, en ressources, etc. Donc c'est ce qui fait qu'on est à 1,8 G, par exemple, dans certaines phases de vol. Bon, mais dans ce carré, en vol parabolique, on ne va pas sortir du carré. On va rester à l'intérieur. Ce qui fait que l'avion, il fait ce qu'il sait faire. Donc il n'a pas besoin d'avoir été modifié pour ça.
En revanche, ce qui se passe, c'est que pour l'entretien de la machine, on va appliquer des facteurs qui vont permettre à des opérations de visite, d'entretien, de revenir plus souvent. En gros, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a un facteur de... Alors, c'est pas vraiment du vieillissement, mais c'est pas un facteur de fatigue, mais on va dire que sur certains éléments de l'appareil, on va appliquer un facteur multiplicatif en fonction du nombre de paraboles. Alors, de cette façon, au cours d'un vol, on appelle ça un cycle en aéronautique. Le cycle, c'est décollage, vol en croisière, atterrissage. Bon, mais pour certains éléments de l'avion, un vol parabolique avec 30 paraboles, ça correspond à peu près à 30 cycles. Donc on a ce facteur multiplicatif. Mais pour plein d'autres, un vol parabolique égale un cycle. Donc voilà. Ce qui fait que finalement, il y a un peu plus de visites d'entretien sur cette machine, mais pas vraiment plus de vieillissement ou de fatigue. Vincent, pardon, avait un complément. Oui, concernant la fatigue, d'ailleurs, il y avait eu de mémoire en 2014 un accident, toujours dans le parachutisme, avec un pilotus qui avait perdu une aile à cause de la fatigue du métal, parce que les pilotes aimaient bien faire des petites paraboles pour faire du 0G avec les paras à l'intérieur. Et justement, est-ce que vous pouvez parler du danger de le faire avec des avions qui ne sont pas préparés et pas entretenus pour ça? Ouais, effectivement, là, je pense que là, c'est ce qui permet de dire que dans cet avion-là, l'avion lui-même, c'est un avion standard, mais par contre, ce qui est un petit peu exceptionnel, c'est évidemment l'utilisation qui en est faite, mais surtout les pilotes qui l'utilisent. On a affaire à des gens qui sont extrêmement performants, donc il y a une exigence derrière au niveau du pilotage, qui fait qu'on n'utilise que des gens qui sont hyper entraînés sur ce type de machine et qui sont des pilotes d'essai. Donc là, aujourd'hui, en fait, dans les équipages qui utilisent cet avion, qui le pilotent, on a des pilotes qui sont des pilotes militaires, qui connaissent parfaitement la 310, qui est un avion qui équipe la flotte de l'armée française, et d'autre part, des pilotes d'essai. Et donc des pilotes d'essai, je dirais même des pilotes d'essai expérimentaux, donc c'est des super pilotes d'essai qui connaissent parfaitement les limites des appareils et comment s'en approcher sans les dépasser. Donc les problèmes, par exemple sur un Pilatus, là je connais pas spécifiquement cette histoire-là, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que il y a probablement eu des dépassements en termes de vitesse ou de facteur de charge, et ça, ça abîme la machine. Alors que là, quand on reste dans les clous, il n'y a aucune raison que la machine subisse des dégâts. Robert, je vous mélange, je vous confonds tous les deux, excusez-moi. Oui, moi j'avais une question en fait sur le nombre de cycles. Je crois que c'est tout le temps environ 30 ou 31 cycles pendant un vol. Et je voulais savoir comment était fixé ce nombre en fait. Pourquoi est-ce qu'on s'est limité à 30? Est-ce que c'est parce que si on en fait plus, ça a un impact sur le corps humain? Est-ce que c'est des questions économiques? Voilà. Ouais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses là-dessus en fait. Historiquement, c'est peut-être un peu anecdotique, mais sur les avions précédents, il y avait eu des études et des essais avaient été faits pour un nombre de paraboles de 31. Bon, voilà. Donc c'était 31 paraboles qui étaient définies. Ça convient bien aux scientifiques. Donc on est resté sur ce schéma-là. Mais avec cet avion, lors des vols d'entraînement, quand cet avion a été reçu, et après sa modification par Lufthansa, et sa prise en compte par Sabena Technics ici à Mérignac, il y a eu des vols d'essai qui ont été faits par l'équipage de Nova Espace et ils sont allés jusqu'à 62 paraboles. Donc ça ne les dérange pas. La machine peut faire des paraboles tant qu'elle a du carburant dans les réservoirs et tant que les pilotes ne sont pas fatigués. Mais lorsqu'on est en vol parabolique, se pose aussi un autre problème, c'est qu'il faut que les expérimentateurs qui sont derrière puissent continuer à travailler correctement sans être trop fatigués. Et puis, ça pose parfois aussi le problème des échantillons dans les expériences scientifiques. Certaines utilisent des bouteilles de gaz qui vont se vider au cours du vol. D'autres utilisent des échantillons avec des matériaux à l'intérieur, des fluides ou autres. Donc, on a des limites en fait liées au fait que l'expérience, elle a une durée de fonctionnement qui est limitée. Et finalement, 31 paraboles, ça correspond bien et ça convient bien à tout le monde pour toutes ces raisons. Tonia ? Oui, alors,
Moi, ma question suivante, c'est une fois que cette microgravité apesanteur est faite, comment se comportent les gens finalement dans cet espace totalement inédit, surtout les scientifiques, donc qui n'ont pas eu d'entraînement spécifique, ou même le grand public? Quelles sont leurs premières réactions, leurs réflexes à se sentir dans ce nouvel environnement? Et si vous avez des anecdotes de comportements bizarres, je pense que ça va plaire à tout le monde. Les comportements bizarres, non, je sais pas trop ce qui est bizarre dans cette phase dans cette situation de vol, mais non, ce qui est amusant, c'est de voir que sur une campagne de vol, quand les gens arrivent, généralement, on a, allez, je vais dire la moitié des gens qui n'ont jamais volé. Donc, on les appelle les primo-volants. Donc, quand on a notre briefing de sécurité le lundi après-midi, on pose la question, qui n'a jamais volé? Et là, on a dans la salle la moitié des gens qui lèvent la main. Alors, ils lèvent la main un petit peu en tremblant comme ça, là, en se disant, oh là là, moi j'ai jamais volé, je stresse un peu. Et le lendemain, lorsqu'on a le premier vol, à la première parabole, c'est chaque fois la même histoire, c'est des cris de joie. C'est marrant parce que les gens sont concentrés sur leur manip, ils sont là pour travailler, donc il y a vachement de stress par rapport à ça, parce que ils ont travaillé pendant des mois pour préparer leur expérience. Ils ne sont pas tout seuls, bien sûr, il y a des équipes derrière, mais il y a quand même une grosse pression parce qu'il faut que ça réussisse. C'est une campagne, on en fait une par an quand on est scientifique. Quand on a de la chance, on peut en faire deux, mais ça reste relativement rare. Donc c'est un bien précieux. Et malgré cette anxiété, ce stress lié à la réussite de l'expérience, la première parabole, c'est immédiatement les sourires et les cris de joie. Donc c'est même plus anecdotique parce que c'est systématique. Donc voilà, vraiment le sentiment partagé, c'est un grand bonheur par rapport à la sensation qu'on éprouve dès la première parabole. Et même alors je dis ça pour les primo-volants bien sûr, mais même les gens qui sont un peu plus habitués, personnellement je connais personne qui est blasé de tout ça, quoi, parce que même quand on a fait des milliers de paraboles, il me semble qu'on redécouvre ça avec bonheur. Robert. Oui, moi j'avais une question sur le fait que, en fait, je voulais savoir si ça se passait dans d'autres pays dans le monde et pourquoi est-ce que ça se passait en France et donc s'il y avait d'autres organismes dans le monde qui proposaient le même type de vol. Oui, alors on n'est pas très nombreux effectivement sur la planète. Historiquement, c'est les Américains qui ont commencé et ils ont même commencé à une époque où ils préparaient les missions lunaires. Donc il y a quelques photos qui circulent sur le net où on voit des entraînements d'astronautes américains dans les avions paraboliques américains. Et notamment, je pense par exemple à une image où on voit une sorte de moto lunaire. J'avais fait ce test-là pour essayer de voir s'il valait mieux prendre une moto ou une Jeep pour aller sur la Lune. Je pense que le concept de la moto, il a été abandonné très vite. Peut-être en partie avec les vols paraboliques, avec les essais qui ont été faits en vol parabolique. Donc historiquement, c'est vrai que c'est un petit peu les Américains qui ont fait ça. Ils continuent aujourd'hui. Ils ont toujours un avion qui est un DC-9 modifié, qui est opéré par la NASA. Et par ailleurs, aux États-Unis, il y a une société privée qui fait du vol touristique. En Russie, parce qu'il y a un Ilyushin 76 qui continue à voler, qui vole depuis très longtemps, qui a fait beaucoup d'entraînement pour les astronautes, enfin pour les cosmonautes, je devrais dire. Mais aujourd'hui, c'est relativement compliqué de savoir dans quelles conditions il vole et dans quelles conditions il est maintenu en vol. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a un clip qui a beaucoup tourné ces derniers temps, il a été fait avec les Russes. Mais c'est toujours une surprise pour nous de voir qu'il continue à voler. Et en Europe, on est les seuls. Alors je dis on, c'est pas seulement le CNES. Hein, on est les seuls au niveau européen. Il faut voir en fait qu'il y a 3 agences spatiales qui sont impliquées dans ce projet-là. C'est le DLR, l'agence spatiale allemande, l'ESA, l'agence européenne, et le CNES, l'agence spatiale française. Et tous les 3, on s'est regroupés autour de Novespace, qui est la société qui est propriétaire de l'avion et qui exploite cet avion. Et en fait, l'histoire veut que ça a commencé en France parce que c'est Jean-François Clairvoy, l'astronaute français, qui a le premier réfléchi à la possibilité de faire des vols paraboliques avec un avion comme la Caravelle. Et c'est dans les années 50, cette Caravelle-là qui appartenait à la DGA, essai en vol, au centre d'essai en vol, a fait
des vols paraboliques. Et à la fin des années 80, il y a 30 ans en fait cette année que Novespace existe, les vols paraboliques scientifiques ont commencé avec les agences européennes. Donc ça se passait à Brétigny-sur-Orge, puisque c'est là qu'était implanté le centre d'essai en vol. Et en 1997, lorsque l'A300-0G a été acheté par Novespace, eh bien l'entretien étant fait ici à Bordeaux, la société s'est implantée à Bordeaux. Donc historiquement, on continue à les faire ici. Mais il arrive qu'on se promène en Europe, hein, puisque régulièrement, les campagnes de vol peuvent se faire aussi en Allemagne, par exemple, à Cologne, notamment, ou un petit peu partout. On pourrait imaginer le faire à peu près partout. Il suffit que l'outil de maintenance et tout ce qui tourne autour de l'avion puisse suivre en fait la machine sur son lieu d'expérimentation. On a fait l'an dernier les premiers vols paraboliques en Suisse, par exemple. Marina, une question sur l'entraînement. On ne vous entend pas, Marina. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Oui, j'avais 3 petites questions. Sérologie qui fait que vous ne volerez pas ce jour-là, pour des raisons bien sûr de sécurité. Et puis, est-ce que vous acceptez des expérimentations qui ne se feraient pas chez d'autres, dans d'autres sociétés? Et en quoi sont-elles différentes aussi de celles qui peuvent être faites chez Airbus ou Boeing, avec leur propre pilote d'essai, où ils vont également mener l'appareil à l'extrême pour voir un petit peu sa résistance. Et par rapport, par exemple, à des expérimentations sur les batteries au lithium, etc., sur lesquelles on s'interroge beaucoup, est-ce que voilà, vous avez ce type de demande où on est plutôt beaucoup dans l'univers médical et moins technique? Voilà, Alors sur la première partie de la question, à savoir les conditions pour lesquelles on pourrait être amené à annuler un vol, les conditions météo, oui, ça peut être une raison pour laquelle on pourrait être amené à annuler un vol. Si on va voler dans une zone où il y a énormément de turbulences, on va préférer arrêter le vol, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de recréer une micro-pesanteur la plus proche possible du zéro, et pendant une durée la plus longue possible, donc avec un maximum à 22 secondes. Donc si on vole dans des conditions où ça turbule énormément et on n'arrive pas à maintenir zéro, alors là forcément on va préférer s'arrêter, changer de zone, voire revenir pour faire le vol un peu plus tard. Après, sur les types d'expérimentation, le cœur de l'intérêt des vols paraboliques, c'est la micro-pesanteur. Donc on va faire des tests que pour des expériences qui sont intéressées par la micro-pesanteur. Donc en fait, ça peut être pour tout un tas de raisons, hein, mais le cœur de la problématique, c'est la micro-pesanteur. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la recherche publique qui est le fournisseur le plus important d'expérience, de sujets d'expérience en vol parabolique. Bon, on a parlé de médical, effectivement, la physiologie, la neurologie sont des sujets qui sont très prisés. On fait aussi de la physique de la matière, et notamment de la physique des fluides. On peut étudier la combustion aussi, parce que c'est très intéressant d'étudier la combustion en micro-pesanteur. Et ça, ce sont des sujets de recherche, alors scientifique, bien sûr, recherche fondamentale, on pourrait dire, mais c'est aussi de la recherche appliquée. Parce que quand on s'intéresse à la physiologie, et notamment l'adaptation du corps humain à la situation d'impesanteur, ce qu'on va étudier en même temps, c'est la possibilité de comprendre certaines pathologies terrestres. Et notamment les troubles de l'équilibre, par exemple, ou des troubles cardiovasculaires, ou des troubles du squelette, troubles de la vision, des troubles de l'oreille interne. Donc il y a des équipes qui travaillent sur des sujets de recherche fondamentale autour de la neurologie et qui en même temps mènent des études cliniques. Pour la partie matériaux et recherche en physique de la matière, ça va être un peu la même chose. On a une recherche fondamentale, les scientifiques s'interrogent sur un sujet lié à l'apparition d'un phénomène révélé en fait par la micro-pesanteur, parce que ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la pesanteur, elle masque tout un tas de phénomènes sur Terre. Et donc se trouver en micro-pesanteur
ça permet d'éliminer ce facteur-là et de révéler en fait le comportement de la matière hors de ce perturbateur qu'est la pesanteur. Donc une fois qu'on est libéré de ça, on peut tout étudier. Alors je pense là tout de suite en physique des matériaux à des sujets d'études autour de la réalisation d'alliages. Alors bien sûr, l'objectif, c'est de comprendre comment on peut fabriquer les alliages et de comprendre comment on peut améliorer les procédés de fabrication, par exemple. L'objectif, c'est pas de fabriquer des moteurs de voiture en impesanteur, ça reviendrait beaucoup trop cher, c'est totalement illusoire. Par contre, améliorer la compréhension de ces phénomènes-là permet d'améliorer les processus industriels. Donc du coup, c'est très applicatif finalement. On comprend des choses et puis avec une échéance plus ou moins à moyen terme, on peut appliquer ça dans le domaine de l'industrie. Donc c'est vraiment l'intérêt qui fait que c'est à la fois de la recherche fondamentale et de la techno. Mais on ne fait pas vraiment de tests aéronautiques à la mesure où ce qui nous intéresse là, c'est vraiment la micropesanteur. Alors, on va revenir aux expériences pour en reparler plus en détail dans un instant. Vincent avait néanmoins quand même encore une question sur les aspects plutôt liés aux autorisations. Oui, parce que vous disiez il y a quelques minutes que du 0G, du vol parabolique, on peut en faire à peu près partout. Mais il y a quand même des couloirs de vol d'autres avions. Est-ce que vous avez des restrictions, surtout à Bordeaux, et vous êtes pas loin de pas mal de bases aériennes, est-ce que vous avez des restrictions vis-à-vis des vols qui vous empêchent, par exemple, d'aller à tel endroit ou de faire des vols paraboliques à tel moment? Ouais, c'est juste. C'est juste parce qu'en fait, quand on imagine un peu la trajectoire, c'est quand même une trajectoire imposante. Hein. On parlait tout à l'heure d'un départ encabré à 6000 mètres d'altitude. On arrive au sommet de la parabole à peu près 8500 mètres. Donc on a quand même une trajectoire qui fait 2500 mètres de hauteur. Et en longueur, ça représente entre 10 et 12 km. Donc faire une parabole au milieu des voies aériennes, c'est pas forcément safe. Et puis c'est surtout un vrai casse-tête pour le contrôle aérien. Et puis, en retour, nous, on serait sans doute probablement souvent embêtés pour faire un virage à droite, un virage à gauche, pour dégager de l'endroit où l'avion s'approche, etc. Donc, ça serait vraiment très difficile. Donc, pour ça, on préfère travailler dans des zones qui sont des zones d'essai, donc qui sont des zones dédiées aux essais aéronautiques. Et donc, ces zones-là, il y en a notamment une au large de la Bretagne, là, entre La Rochelle et la Bretagne. Et donc, on va voler dans cette zone-là. C'est vraiment la zone de prédilection. Premièrement parce qu'elle est proche, et deuxièmement parce que les gens qui assurent le contrôle de cette zone-là savent travailler avec nous, donc les échanges sont faciles. Donc ça, c'est la zone dans laquelle on va voler le plus régulièrement. Et puis on a d'autres zones, et notamment en Méditerranée. Donc c'est vraiment la copie conforme de cette zone d'essai. Et aujourd'hui, on est allé voler en Méditerranée. Les conditions météo n'étaient pas très bonnes en Bretagne, donc plutôt que de se retrouver en Bretagne avec des conditions cataclysmiques et des turbulences, on a fait le choix d'aller voler en Méditerranée. Et ce sera probablement la même chose demain. Dounia, on va revenir maintenant, je pense, un peu plus en détail sur la question des expériences et de l'utilité finalement du vol parabolique. Dounia. Oui, en effet. Donc, on a commencé déjà à voir, enfin, Sébastien nous a dit quel type à peu près d'expérience il pouvait y avoir, par exemple, sur le comportement humain, sur la position au repos du corps, sur les fluides qui circulent, ça peut être le sang également. Ce qu'il est possible, par exemple, d'en savoir un peu plus sur les expériences qui sont faites en ce moment, parce que je crois qu'on est en campagne et qu'en ce moment même, il y a des expériences qui se déroulent. Et puis, parler peut-être un mot sur les projets étudiants, lycéens, car je crois qu'ils ont le droit, une fois par an, de tester leurs propres idées, leurs propres expériences. Alors, on peut faire un petit tour d'horizon des amis qui sont embarqués. Dans la partie physiologie, il y a toujours des choses très intéressantes, hein, quelle que soit la discipline. Mais c'est vrai que la physiologie, ça parle beaucoup parce que on a des manips extrêmement visuelles généralement. Et là, on a énormément de manips qui s'intéressent à ce qu'on appelle la proprioception. C'est quoi la proprioception? C'est la façon dont notre corps se place dans notre environnement en fonction des informations qu'il reçoit, informations des yeux, informations vestibulaires, donc l'oreille interne, et informations sur nos senseurs de contact,
les sensations et le contact qu'on peut avoir avec le sol ou notre environnement. Donc il y a une manip qui s'intéresse par exemple à... Alors c'est quelque chose de très intéressant. Quand on attrape un objet, notre cerveau va d'abord se préparer à l'appréhension de cet objet. Donc il va d'abord imaginer si l'objet est lourd, léger, s'il est rugueux, lisse, etc. Et ça va déterminer la façon dont on va attraper l'objet et dont on va le presser, le serrer pour le prendre. Et là, dans cette expérience, on va essayer de tromper le cerveau. C'est-à-dire que les scientifiques ont imaginé un protocole où le sujet doit tenir un objet. Donc il y a des capteurs de force au niveau de l'objet. Il positionne les doigts sur ces capteurs de force. Il prend l'objet et à la transition entre la ressource et le 0G, on va faire varier la masse de l'objet. Et donc, on rajoute une perturbation parce que non seulement l'objet ne va plus rien peser en impesanteur, mais en plus, juste avant, on va faire comme si il s'alourdissait ou il s'allégeait. Et du coup, on vient perturber le cerveau et en fait, les scientifiques étudient la façon dont nos doigts se relâchent leur étreinte ou au contraire viennent presser l'objet dans cette transition et pendant la phase de 0G. Donc ça permet de comprendre comment le cerveau interprète ces objets-là à cette nouvelle situation. Donc ce qui revient toujours en fait dans ces manips-là, c'est l'adaptation. On a une autre manip en physiologie qui, alors aussi elle est vraiment géniale celle-là, où on a affaire à des gens qui ont fait une expérimentation sous l'eau. C'est une expérimentation de pointage. Donc, ils sont en position debout et ils doivent, avec leurs doigts, pointer des diodes lumineuses qui s'allument devant eux. Et cet exercice de pointage, il est fait en 0G, mais il a été fait aussi sous l'eau. Et là, l'objectif de l'équipe, c'est de voir quelles sont les similitudes entre l'expérimentation qui a été faite sous l'eau et l'expérimentation en 0G. Pour eux, c'est essayer de voir les analogies qu'on peut faire entre les deux. Et ça répond à une double problématique de comment est-ce qu'on peut entraîner des plongeurs, comment est-ce que le cerveau s'adapte en plongée, et est-ce que cette adaptation qu'il a faite en plongée, elle est valable aussi dans une situation en 0G. Donc là encore, on est sur l'adaptation et la gestion de notre posture par rapport à la vision qu'on a dans l'environnement. Donc il y a d'autres expériences en physiologie qui s'intéressent à ce genre de choses. Elles ne sont pas forcément sur cette campagne, mais voilà, de manière en alternance sur les autres campagnes, on reçoit des manips de cette nature-là. Après là, on a sur cette campagne une expérience de combustion. Où on crée de la combustion sur des fils électriques. La grande problématique, c'est de voir comment on peut comprendre la propagation d'un feu en impesanteur. Le but, c'est évidemment de le comprendre pour pouvoir enrayer la propagation d'un feu. Donc il y a eu beaucoup d'expériences, c'est l'héritage d'une série d'expériences depuis de nombreuses années en fait sur ces sujets-là. Donc c'est très intéressant aussi. Et là, il y a des contraintes techniques et de sécurité très fortes, parce qu'on peut bien imaginer qu'on ne va pas faire un feu comme ça dans l'avion. Donc on est dans des enceintes fermées hermétiquement, on va propager un feu qui est contrôlé et on essaie de voir comment justement il se propage en fonction du nombre de fils électriques sur lesquels on le propage, etc., etc. Et puis il y a beaucoup d'expériences de physique des fluides où on essaie de comprendre le comportement de différents fluides et notamment aux interfaces. Parce qu'évidemment, sur Terre, tout est conditionné par la gravité et aussi par la viscosité et par la densité des objets, des fluides. Et donc là, on supprime un des paramètres pour étudier l'adaptation de ce comportement. Alors, ce n'est pas une adaptation volontaire, évidemment, les fluides réagissent parce que c'est comme ça, ils sont soumis à la gravité, quand ils ne sont plus, ils réagissent instantanément, mais évidemment, il n'y a rien de conscient dans tout ça. Mais ça permet de comprendre là aussi le comportement de ces fluides. Alors pour des sujets techniques qui tiennent par exemple à l'utilisation des fluides dans les stations orbitales par exemple, ou dans les vaisseaux spatiaux. Bon, voilà. Et pour la dernière partie qui concerne les expériences éducation, effectivement, sur cette campagne, on a également 3 expériences éducatives. Ce sont des écoles, des établissements du supérieur cette fois-ci, puisqu'on est sur une campagne où on a sélectionné
des grandes écoles, et qui vont s'intéresser à des sujets très variés. Alors bon, là, l'objectif, c'est pas de révolutionner la science ou la technique, hein, mais c'est d'aborder un sujet qui est parfois relativement simple, mais avec toute la démarche derrière du développement d'un projet pour que ça rentre dans le cursus des étudiants qui ont proposé ça. Et puis en plus, la cerise sur le gâteau, c'est la possibilité de voler à deux personnes pendant un vol. Et ça, c'est quand même une opportunité extraordinaire pour des étudiants. Alors, je crois que c'est le moment de faire une petite visite de cet avion. Ah, on va faire la visite, hein, c'est ça? Oui. Bon, alors je vais prendre l'ordinateur et puis on va les visiter. Bon, d'abord, ce qu'on peut faire, c'est peut-être regarder. Là, je suis installé dans le poste de pilotage, en fait, parce que c'est plus calme. La zone arrière, il y a encore pas mal de gens qui travaillent sur leurs expériences, donc je me suis mis dans le poste de pilotage pour être tranquille. Donc, je vais tourner l'ordi, puis comme ça, vous allez voir un petit peu ce qui se passe dans le poste de pilotage. Donc là, moi, je suis assis sur le siège du 3e pilote qui gère, pendant les paraboles, la poussée des moteurs. Alors, la poussée des moteurs, c'est ici qu'on la gère. Donc lui, il a un accéléromètre qui lui donne l'indication pour pouvoir ajuster la poussée des moteurs pendant la parabole. Et puis les pilotes sont assis à droite et à gauche, et chacun d'entre eux va savoir le tangage. Donc le tangage, c'est on agit sur le manche vers l'avant et sur l'arrière. Et le roulis, c'est latéralement pour garder les ailes horizontales. Et puis tout le reste, alors ils font ça avec des accéléromètres, donc c'est, je vais dire, relativement rudimentaire. L'indication, c'est vraiment le 0, l'accéléromètre qui est leur cible. Et tout le reste, en fait, c'est des instruments d'avionique standard. Hein. C'est un cockpit d'avion totalement standard. Il n'y a rien qui a été ajouté ou supprimé par rapport à un cockpit traditionnel. Donc, ce qui concerne l'autopilote, la gestion des moteurs, la partie navigation avec les écrans et les paramètres de vol, avec donc la radionavigation, altimètre, etc., toutes les informations, et puis la partie communication, et puis au plafond, la partie hydraulique et électrique, avec tout ce qui est circuit et les indications qui vont avec pour, évidemment, vérifier le bon fonctionnement de la machine. Donc voilà pour ce qui concerne la cabine, le poste de pilotage. Maintenant, on va aller dans la zone expérimentale. Ça commence à être moins populeux. Voilà, alors voilà la zone expérimentale. Vous voyez bien là? Très bien. Super. Donc voilà, les expériences fixées au sol. Elles sont fixées, harnachées au sol dans des rails. On va approcher un peu, hein, c'est des rails d'aviation sur lesquels habituellement les sièges sont fixés dans cette zone expérimentale. On a juste rajouté des tapis qui sont des tapis moelleux style tatami pour amortir les chocs et faire en sorte qu'au moment des ressources, les gens qui retombent la plupart du temps sur leurs pieds ou sur leurs fesses ne se fassent pas mal. Et les expériences sont réparties dans l'avion comme ça. Aujourd'hui, cette semaine, on a 12 expériences qui sont installées. Donc, combustion, la physique des fluides. On a ici une manip dont on parlait tout à l'heure de posturologie, où on essaie de comprendre avec ces plongeurs là qui vont essayer de pointer une cible. Et ils sont filmés par des caméras qui sont en face. Alors, les caméras ont été enlevées là, mais ils sont debout dans les straps qu'on voit ici. Et ils viennent pointer ces LED qui s'allument de manière aléatoire. Et ils ont des balises placées sur leur corps qui sont filmées par les caméras de façon à reconstruire le mouvement et à déterminer des informations sur l'adaptation de leur posture par rapport à la situation en 1G. Une manip du centre d'entraînement des astronautes chinois, parce qu'on a aussi des collaborations avec d'autres laboratoires, d'autres pays. Encore une expérience, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, à savoir l'histoire de l'adaptation à la préhension de l'objet en impesanteur. Donc le sujet est assis dans ce siège, il maintient la masselotte qui est rangée ici dans la trousse. Il maintient la masselotte sur cet axe et les variations vont intervenir de façon à perturber sa préhension. Voilà, on a encore des scientifiques qui travaillent là sur une expérience d'astrophysique. Il y a eu un petit souci ce matin sur l'expérience, sur une carte graphique
qui a grillé, donc ça a senti un petit peu le brûlé dans l'avion. Mais... mais ils ont réparé, ils sont rapides. Et là, ils sont en train de finir de remonter la manip et ça remarche. Et ça, ils vont pouvoir de nouveau travailler correctement demain. Et puis voilà, une expérience, la dernière expérience étudiante qui va voler demain. Donc là, ils sont aussi en train de finir l'installation de la manip. C'est comme tu dis, quelques petits problèmes de batterie de PC. Voilà, bon, c'est du standard. Voilà. Bon, tout fonctionne. Et puis ici, alors ça c'est la dernière, la zone qu'on appelle la zone de free floating ou la cage à écureuil. C'est la zone dans laquelle on a le droit de s'amuser et de lâcher prise en fait. Et là on n'est pas obligé de rester accroché à une sangle. On peut évoluer librement dans cette zone pour vraiment goûter aux joies de l'impesanteur. Partout ailleurs dans l'appareil, on demande aux scientifiques de rester accrochés aux sangles rouges qui sont au sol ou qui sont placées verticalement ou bien aux mains courantes qui sont le long de la cabine. Et puis à l'arrière de l'avion, on trouve la zone de siège. La zone de siège traditionnelle, hein, avec voilà, tout simplement des sièges, des ceintures. Et on vient s'installer là avant le décollage. Et dès que l'avion a décollé, on libère les scientifiques et ils peuvent venir allumer leurs expériences et mettre en route de façon à pouvoir travailler et préparer les phases d'impesanteur. Donc voilà comment ça se passe dans cet avion. Vous voyez, c'est assez original dans la zone expérimentale. Et puis pour la partie siège, c'est pas du tout exceptionnel. Merci pour cette visite. Sébastien. Alors, on a des questions. Robert a une question sur l'astronaute. Oui, je voulais savoir si les astronautes participaient à ce genre de vol pendant leur entraînement ou est-ce qu'ils avaient d'autres entraînements de ce type-là pour tester leur habilité à accepter la situation d'apesanteur. Ouais, alors pendant que j'écoute la question, mais je reviens à l'avant parce que je pense que le signal est meilleur. Les astronautes, alors là on voit sur l'image Thomas Pesquet qui s'entraînait, c'était lors d'une campagne CNES d'ailleurs, parce que je me souviens avoir participé à ce vol-là. Je me souviens avoir joué également avec les gants qu'il est en train d'utiliser. C'était un entraînement où il devait s'entraîner à s'accrocher le long de la main courante, s'accrocher, se décrocher avec ses mousquetons. Bon voilà, donc ça faisait partie de son entraînement. Effectivement, ils viennent un peu moins. Ils sont venus pour leur acclimatation, pour l'entraînement spécifique avec certains dispositifs qui ont été développés pour eux, des boîtes à gants, des objets comme on le voit là, les gants de sortie extravéhiculaire, des mousquetons, enfin des choses comme ça. On les voit un peu moins maintenant. Thomas, ça fait quelques temps qu'on l'a pas vu parce que forcément dans les derniers mois, les dernières années de son entraînement, ça a été plus une préparation spécifique à son vol. Il avait moins besoin de venir ici, sachant que bon, l'acclimatation à l'impesanteur, c'est plus une découverte qu'on leur propose en début de formation plutôt qu'une réelle acclimatation. Marina, vous avez l'enseignement qu'on a tiré des vols, si j'ai bien compris. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. C'était de savoir, suite à ces expérimentations, si Sébastien et toute l'équipe ont écho de la part des équipes de ce qu'ils ont pu approfondir ou découvrir suite au vol parabolique. Et puis également, quel est le ticket d'entrée, si je puis dire, commercialement parlant, pour faire un vol parabolique? Est-ce que ça dépend de la qualité, du nombre de personnes voilà, qui souhaitent le faire? Alors sur le plan scientifique, oui, effectivement, on veille à ce que ce qui est fait dans l'avion ait des retombées scientifiques. Un laboratoire ne peut prétendre à voler que si on est sûr que derrière il va produire un travail scientifique. On s'en rend bien compte, hein, là, on a des équipements de haute qualité et on fait en sorte que on suit en fait hein, les équipes après leur participation pour les aider
à améliorer les dispositifs et s'assurer qu'ils publient des articles dans les revues spécialisées. Donc le ticket d'entrée, c'est celui-là en fait pour les équipes scientifiques. Ils doivent d'abord postuler au CNES pour être sélectionnés et soutenus par la direction de l'innovation. Et ensuite, ils peuvent postuler aux campagnes de vol parabolique. Et là, le CADMOS entre en jeu et on peut les accompagner à développer leurs expériences pour pouvoir les amener à participer à une campagne de vol parabolique. Alors le processus il peut prendre quelques mois, plusieurs années, mais c'est un délai relativement court hein, par rapport à ce qu'on fait dans le spatial. Voilà, donc au niveau des retombées, oui, forcément. Il y en a, et nous on y tient parce que notre rôle d'agence, c'est de promouvoir les activités scientifiques. Donc la promotion, elle passe par ça. Dunia? Oui, là, le prochain grand graal, le prochain grand objectif de l'exploration spatiale, c'est les premiers vols habités vers Mars. Donc, je me demandais parce que je crois que je peux également faire des vols en gravité martienne, je l'instant toujours. Donc, je me demandais quelles étaient, par exemple, les expériences qui ont été réalisées ou ce qu'on peut avoir comme genre de demande en vue du premier humain qui pourra peut-être poser le vol sur Mars ou être en orbite autour de la planète rouge. Ouais, c'est vrai que alors on fait pas seulement du 0G avec cet avion, on peut aussi faire de la pesanteur martienne ou de la pesanteur lunaire. Alors ça peut être intéressant pour plein de raisons. Alors évidemment, quand on dit pesanteur lunaire et martienne, immédiatement, on pense à l'arrivée d'astronautes sur la Lune ou sur Mars. Alors c'est intéressant parce que, là aussi, en termes d'accoutumance, ça peut être rigolo de marcher sur Mars ou sur la Lune, et ça c'est ce qu'on propose dans le cadre des vols de découverte de l'impesanteur, hein, qui sont des vols commerciaux. Mais on a aussi fait des campagnes scientifiques dans ces conditions-là, parce que ça permet, ce qu'il faut imaginer, c'est, on peut voir les choses de la façon suivante. Sur Terre, on étudie en 1G, forcément. Avec des centrifugeuses, on peut étudier au-delà de 1G, entre 1 et 10G. Où est le 1 ? Et ben en fait, on n'a pas grand-chose. Donc nous, on fait du 0G, et puis le point suivant, c'est 1. Donc on a eu l'idée de proposer aux scientifiques de faire des campagnes entre 0 et 1. Et ce qui a été choisi pour ces premiers essais, c'était la pesanteur lunaire et la pesanteur martienne. Donc on était à 0,16 pour la Lune et 0,38 pour Mars. Donc ce sont des paraboles aussi, plus plates, mais qui permettent de recréer cette pesanteur-là. Et pour les scientifiques, autant les gens qui font de la physiologie que de la physique des matières, ça donne des points supplémentaires qui permettent de voir si le comportement, soit de la matière, soit, j'allais dire, de l'être humain, est linéaire en fonction du niveau de pesanteur ou pas. Et justement, il y a eu pas mal de surprises par rapport à ça, parce qu'il y a des phénomènes qui apparaissent comme étant, il n'y a pas de surprise, on va dire, ben voilà, à 0,16, on réagit comme on l'avait imaginé entre 0 et 1, et à 0,38, pareil. Et pour d'autres phénomènes, on s'est rendu compte que c'était pas du tout linéaire, et que le comportement en 0,16, donc en pesanteur lunaire, était très proche du comportement à 0G, et que le comportement à 0,38, pesanteur martienne, était très proche du comportement par rapport à 1G. Donc ça, c'est ce qui justifie un petit peu ces études-là. Mais on pourrait imaginer de travailler à 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. Robert? Ouais, j'avais une petite question sur la commercialisation de ces vols 0G. Je voulais voir comment ça se passait. Est-ce qu'il y a plus de gens du grand public qui y participent et comment évolue le prix du billet, le prix du ticket d'entrée pour ces vols? Alors le prix du ticket d'entrée, il évolue pas. Il a été fixé il y a 3 ans et on le soumet pas à l'inflation ou à quoi que ce soit, donc il reste stable. Et en fait, il faut savoir que c'est un prix qui nous permet tout juste de faire un léger bénéfice. Et Novespace, qui est une société privée, même si c'est une filiale du CNES, a décidé de ne pas faire de bénéfices sur cette activité, mais de reverser les bénéfices aux agences spatiales de façon à pouvoir faire plus d'activités. Donc en fait, ça se traduit par une petite baisse
du prix de campagne pour les agences spatiales qui contribuent au vol parabolique, ce qui nous permet soit de faire plus de vols, soit faire plus de campagnes, soit d'accueillir plus d'expériences ou d'aider plus d'expériences à développer, d'aider plus d'équipes à développer des expériences. Donc voilà comment ça se traduit. Mais le prix lui-même, il reste stable autour de 6 000 €. Et c'est Vincent qui aura la dernière question. Bah, j'en suis honoré. Donc oui, pour terminer, est-ce que vous êtes ouvert, comme les Américains le sont, on l'a vu avec le film Apollo 13, est-ce que vous êtes ouvert à l'audiovisuel à bord de votre avion? Donc par exemple le ciné, les séries, voire YouTube. Est-ce que des boîtes de production ou des projets audiovisuels sont autorisés à bord? Oui, on est alors, je dirais à fond. On est très ouvert à ça, ouais, bien sûr, parce que outre le fait que, bon, évidemment, ça permet de faire plus de vols, donc de mieux utiliser la machine, évidemment sur le plan financier, de faire un peu plus de bénéfices, donc de réinjecter ça dans l'activité scientifique. C'est aussi une opportunité extraordinaire de faire connaître notre activité. Donc, on est bien sûr à fond partant pour ce genre d'initiative. Alors évidemment, on ne fera pas tout et n'importe quoi, mais il y a déjà eu des contacts, il y a des choses. On a vu le clip dont je parlais tout à l'heure de OK Go qui a été fait avec les Russes. Je dois dire que personnellement, je suis un petit peu jaloux que ça n'ait pas été fait avec nous, mais c'est un super clip. Le résultat final est génial. Moi, je suis en admiration devant le travail qui a été fait. Bon, mais les choses, il faut un petit peu de temps en fait pour que ces choses arrivent. C'est en train de se construire. On va faire nous aussi des choses. On aura de grands coups. On aura des choses très sympas à faire. J'en suis convaincu et à montrer, qui vont booster l'activité. Donc, je reste convaincu qu'il y a vraiment une belle page des vols paraboliques à écrire, qui est en train de s'écrire. Alors, c'est une transition parfaite, pas du tout prévue, mais si l'apesanteur et le vol parabolique vous passionnent, et on n'en doute pas, surtout après l'heure qu'on vient de passer avec Sébastien, sachez que c'est peut-être possible pour vous, et justement dans le cadre d'un projet audiovisuel, puisque le CNES et YouTube se sont associés pour proposer aux créateurs YouTube des facilités de tournage et encourager la création de vidéos sur l'espace. Alors, si vous disposez d'une chaîne YouTube, vous pouvez tourner votre vidéo dans un certain nombre de décors qu'on vous propose dans le cadre de ce projet. Vous pouvez participer à un concours et les gagnants non seulement seront dévoilés par l'astronaute Thomas Pesquet en direct de l'espace au printemps 2017, déjà ça c'est pas mal, mais en plus auront la chance de gagner un ticket pour l'apesanteur en vol parabolique, peut-être avec Sébastien pour l'année prochaine, pour justement tourner une vidéo à cette occasion. Donc c'est le moment d'être absolument géniaux, créatifs et d'en profiter. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter toutes les informations et vous inscrire sur l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Voilà. Alors, c'est la fin de ce dernier CNES Talks consacré au vol parabolique. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? Qu'il est le temps de clore cette rencontre, qu'on vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour de nouvelles rencontres autour de la mission Proxima. Une mission que Sébastien, d'ailleurs, vivra de très près, puisqu'il travaille actuellement au CADMOS, qui assure le suivi des expériences en micropesanteur préparées par le CNES et le CADMOS qui est au CNES à Toulouse. Donc, merci Sébastien pour cette heure que tu as passée avec nous. Bonne continuation pour ces prochains mois. C'était un plaisir, merci à tous. Ouais, effectivement, on va être bien impliqués encore dans Proxima. Ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on prépare les manips, donc on est très content que Thomas arrive dans l'espace bientôt. Voilà, merci aussi, on salue la société Novespace qui organise les campagnes pour le compte du CNES, évidemment les partenaires avec lesquels on travaille, l'ESA et le DLR que tu as cité tout à l'heure. Merci à tous les participants qui ont passé cette heure avec nous. Merci à Guillaume qui a relayé vos questions sur Twitter et sur YouTube. Et bien sûr, merci à tous les internautes qui ont interagi en direct ce soir. Alors, en attendant, vous pourrez revoir l'intégralité de cette rencontre sur notre chaîne YouTube. On se retrouve très vite. Et surtout, restez connectés. Merci Séverine.